Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un peu des éléments chimiques et notamment vraiment de, savoir, par exemple, pourquoi on utilise une lettre, pourquoi on utilise ces lettres-là et pourquoi on a un tableau qui va être vraiment cette forme-là. Donc je vais pas décrire chaque lettre du tableau parce que sinon ça nous emmènerait, je pense, jusqu'à demain matin facilement. Donc je vais me concentrer sur les 3 premières lignes. Je vais aussi parler un peu du reste, mais beaucoup moins. Donc voilà, voilà. Alors, hop. Alors, d'abord, on va commencer par introduire brièvement, justement, d'où ça vient ce tableau périodique qui est dans tous les bonnes salles de physique-chimie de collège et de lycée. Et on va s'intéresser aux 2 premières périodes qui sont vraiment importantes. Enfin, c'est peut-être les plus importantes au niveau, de toutes les molécules et de tout ce qui nous entoure. On va se demander aussi, pourquoi justement la classification périodique, pardon, elle est dans cette direction-là. Pourquoi on n'a pas représenté un tableau, on va dire, plus classique. On parlera un petit peu également de la 3e période qui est en fait, elle est pas spécialement, au niveau des noms, c'est assez évident, mais par contre, il y a des petites anecdotes assez intéressantes. Et on finira avec les autres éléments, donc là, ça sera un peu, la fin et ça ira un peu plus vite. Donc du coup, alors, pour l'histoire de la classification périodique, je vais pas faire une complète histoire de la chimie, parce que ça me prendrait une conférence à part entière. Mais en gros, les éléments chimiques, on a observé depuis l'Antiquité énormément d'éléments, par exemple, je sais pas, je vais citer le cuivre, par exemple. Donc c'est quand même quelque chose, la chimie, c'est quelque chose qui a toujours préoccupé, qui nous a toujours préoccupés, mais jusque, justement, les années 1600 à peu près. C'était vraiment on appelle ça de la chimie parce que c'était pas on faisait ça un peu au doigt mouillé et puis on mesurait pas forcément. C'était vraiment, très, très approximatif et donc un médecin et un chimiste, flamand, donc Jean-Baptiste von Helmont, lui, il s'est décidé, il s'est dit: «Allez, après tout la chimie, il en a marre de faire de la chimie un petit peu au doigt mouillé, on va faire les choses un peu plus proprement» et il a décidé justement d'utiliser une balance. Donc vraiment de peser et d'essayer de faire, ce qu'on appelle maintenant des réactions chimiques, donc d'essayer de voir ce que ça donne et justement en faisant ça, il a découvert, donc le dioxyde de carbone, donc le CO2. Donc cette molécule-là, c'est une des premières qui a été vraiment, on va dire, découverte, au sens, vraiment, chimique du terme. Ça veut dire où vraiment on a commencé à essayer de faire les choses de manière formelle et comme c'est un gaz, donc en fait, il a essayé pour la petite histoire, il a essayé de prononcer le mot chaos en flamand et il l'a tellement mal prononcé qu'en fait, c'est le mot gaz qui est resté et c'est encore un mot qui est utilisé aujourd'hui. Donc voilà, donc du coup, depuis ce moment-là, la chimie, elle s'est vraiment centrée à essayer de faire les choses, à essayer de vraiment d'être, le plus propre possible dans la manière de voir les choses et ce qui est venu après, donc pendant ça a quand même pas mal encore, pataugé dans la semoule, jusqu'à la classification de Dalton, où Dalton, lui, alors en fait, au début, on savait pas trop de quoi était constituée la matière, c'était vraiment le cœur du problème, à savoir, ben, c'est constitué de quoi? De particules, on savait pas trop et Dalton est reparti dans l'Antiquité pour retrouver une idée qui était attribuée à Démocrite, donc le mot atome vient vraiment de, quelque chose qu'on peut pas casser et du coup, il s'est dit: «OK, je vais faire une classification, je vais prendre tous les éléments, je vais essayer de les représenter et puis je vais représenter aussi leur masse à côté». Donc c'est ce qu'on voit sur l'image, donc c'est, on va dire, une ébauche qui est pas spécialement mauvaise. On voit déjà qu'il y a des petites origines qui viennent, notamment sulfure, on en reparlera après. Mais c'est pas encore, voilà, c'est le début, c'est la toute première, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc je vais pas tout de suite parler exactement de la classification, je vais d'abord parler on va dire, des colonnes, des premières périodes, pardon, et après je reviendrai un peu plus, sur vraiment toute la classification à part entière. Donc du coup, on va commencer par le poids le plus lourd, l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est vraiment, l'élément le plus important de l'univers. Donc 75 en masse, 92 en nombre.
Donc c'est quelque chose qui est vraiment, enfin c'est vraiment l'élément essentiel de constitution de l'univers. On l'utilise nous surtout pour, comme combustible pour les fusées, parce que l'hydrogène est en termes de ratio par rapport à la masse d'hydrogène qu'on va utiliser, hem, c'est beaucoup plus efficace que n'importe lequel des autres gaz. Donc ça a été découvert par Cavendish en 1766. Alors Cavendish, il est aussi connu en physique pour avoir déterminé la constante petit g. Donc c'est à lui qu'on doit aussi le fait que nos balances marchent bien maintenant. Mais il a fait un peu de chimie, et en chimie, il a fait ça. Et alors le mot hydrogène, ça vient du grec hydros, eau, et génan, engendrer. Parce qu'en fait, quand on va brûler en fait de l'hydrogène, quand l'hydrogène va rentrer en combustion, on va avoir une production d'eau. Et du coup, Lavoisier avait remarqué ça. Donc Lavoisier, on va beaucoup le retrouver parce qu'il a fait énormément de choses en étymologie et en chimie. Et du coup, bah, il a noté, en fait, il a simplement pris les deux, et du coup, c'est ce qui a donné l'hydrogène. Donc l'hydrogène, c'est vraiment le premier, le gros, on va dire le premier gros élément. Et le second, donc celui qui vient juste après, donc le numéro 2, c'est l'hélium. Alors l'hélium, j'ai représenté avec des ballons parce que bah, c'est quelque chose qui est utilisé notamment, est utilisé notamment pour faire gonfler les ballons. C'est aussi un élément qui permet d'avoir une voix un peu de canard, en mode Donald Duck, donc faut faire attention, mais c'est une application. Alors il s'appelle comme ça parce qu'en fait, donc, ça vient du grec hélios, donc le soleil. Donc comme, bah, quand on parle par exemple de système héliocentrique, c'est centré autour du soleil. Si par exemple on parle des tournesols, on dit qu'ils vont avoir un comportement, qui va être, héliotrope, donc ça veut dire qu'ils vont être tournés vers le soleil, donc c'est la même racine. Et en fait, bah, justement, ça a été découvert parce qu'il y a eu une éclipse en 1868, et donc dans les raies d'émission du soleil, le soleil il émet selon la luminosité du soleil, on peut savoir ce qu'il y a à l'intérieur du soleil. Et justement, il y avait un nouvel élément, donc il y avait déjà l'hydrogène, et il y avait aussi l'hélium. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Et il a été nommé en tout cas par Norman Lockyer et Edward Frankland. Alors Norman Lockyer, il est aussi connu pour avoir fondé une revue scientifique qui est très connue encore de nos jours, qui s'appelle Nature. Donc ça, c'est pareil, c'est un élément qui est très très présent. L'hélium et l'hydrogène, c'est quasiment tout ce qu'il y a dans l'univers. Mais bizarrement, enfin c'est ce qu'il y a dans l'univers, mais c'est pas forcément ce qu'il y a dans le vivant. Donc voilà. Du coup, ça c'était là. Donc on est sur la première période, on va passer à la deuxième période. Alors la deuxième période, c'est vraiment des éléments qui sont vraiment importants, surtout pour la vie. Donc bah, on commence avec le lithium, qui est le troisième. Et donc du coup, ça vient du grec lithos, donc qui veut dire la pierre. Donc par exemple la lithosphère en géologie. Et c'est quelque chose donc qui est très très léger, le lithium, et qui est aussi très très réactif. Donc on le trouve pas forcément à l'état le lithium tout seul en fait, on va plus le trouver sous forme de sel dissous ou dans des roches, donc comme le spodumène. Donc on va vraiment essayer de l'extraire à partir de roches. Et du coup, ben, c'est utilisé donc ben, là on l'utilise tous actuellement, vu qu'on est tous sur des téléphones ou sur des ordinateurs, donc c'est vraiment utilisé donc notamment dans les batteries lithium-ion des téléphones portables. Donc c'est pour ça que j'ai représenté en fait, enfin que j'ai choisi les énergies renouvelables, l'énergie solaire, c'est vraiment parce que, bah, du coup, le lithium va vraiment rentrer aussi dans ce côté-là. Alors le beryllium, donc là, ça va venir de bérylos, qui est une pierre précieuse en fait, du grec bérylos, le béryl. Alors le béryl, c'est vert, c'est un peu comme l'émeraude. Et donc le beryllium, ben, alors en général, on le connaît parce qu'il est quand même assez proche dans la classification périodique, c'est un des tout premiers. Mais il est utilisé notamment pour les cordes de piano, les ogives des fusées et surtout pour modérer les réacteurs nucléaires. Parce que bah, justement, c'est quelque chose qui est facilement trouvable et c'est un élément qui est facilement trouvable, pardon, et c'est quelque chose qui va avoir des propriétés assez intéressantes au niveau notamment de l'élasticité. C'est pour ça qu'on l'utilise notamment pour les cordes de piano.
Alors, le numéro 5, le bore. Alors le bore, du coup, ça vient de l'arabe borak, qui veut dire fondant. Donc du coup, le borax, donc le bore, le borax, c'est un peu la même chose. Donc ça permet de fluidifier les scories. Alors en fait, les scories, c'est les restes qu'on a en métallurgie. Et justement, comme ça a été utilisé initialement pour ça, bah, on a gardé le nom finalement pour utiliser ça, donc on a appelé ça le bore. Et c'est aussi utilisé en antiseptique pour laver les yeux. Donc, alors le bore comme ça, c'est pas forcément, ça parle pas forcément. Par contre, il y a quelque chose qui a été toujours utilisé, c'est ce qu'on appelle la production de verre borosilicaté. Donc, il y a énormément de verres en fait, donc le NBK7. Donc c'est encore une norme actuellement, il y a énormément de verres qu'on appelle des verres borosilicatés. Donc en fait, le bore, c'est vraiment partout, dans beaucoup, beaucoup de verres, et ce depuis l'Antiquité. Donc c'est quand même quelque chose qu'on connaît depuis en fait très longtemps et qu'on a pris finalement pas mal de temps à comprendre ce que c'était. Donc après, on va passer à un des éléments, enfin c'est peut-être un des plus importants pour la vie, le carbone. Donc alors le carbone, normalement, je pense que c'est peut-être un des éléments les plus connus aussi. Donc ça vient du latin carbo, charbon, étant donné que ben, dans le charbon, il y a énormément de carbone. Bien là. Donc j'ai noté que c'était l'élément de la vie central en chimie organique. Alors là, on va rentrer un peu dans le trio infernal en chimie organique, donc la chimie vraiment de la vie. Et c'est vraiment partout, partout, partout le carbone. Donc ben, le diamant, c'est du carbone. Le graphite, c'est du carbone. Bon, on entend aussi souvent, donc on utilise le carbone notamment pour les vélos parce que c'est très léger, c'est très résistant. Mais le carbone, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment partout. On en a aussi dans le corps. Enfin, en fait, je pense que à peu près tout ce qu'on, on va dire la majorité en tout cas de ce qu'on rencontre, on va quand même facilement tomber sur du carbone. J'ai parlé de CO2 tout à l'heure. Ben, dans CO2, il y a le C, donc il y a du carbone. Si on va faire, par exemple, on va chercher de l'essence, bah, il va y avoir du carbone aussi dedans. Donc c'est vraiment partout, partout, partout. Et du coup, le carbone, c'est un peu l'élément de la vie. Bah, on a un peu on va dire, son penchant inverse, l'azote. Alors l'azote, c'est un peu différent. Alors, du coup, l'azote, c'est un peu différent parce qu'en fait, donc ça a été découvert par Daniel Rutherford en 1772, à ne pas confondre avec Ernest Rutherford, le monsieur dont j'avais parlé lors d'une précédente conférence et qui était pas content parce qu'il avait un prix Nobel de chimie et pas de physique pour ses travaux sur la radioactivité. Donc ça n'a rien à voir, ils sont pas. Et du coup, ça vient du grec azoé. Alors a, c'est le préfixe privatif et zoé, c'est la vie. Et donc, c'est quelque chose qui n'entretient pas la vie. Alors, pourquoi on a parlé de azoé, du coup? Parce qu'en fait, on a remarqué que donc dans l'air est constitué donc d'azote et d'oxygène. Pour vivre, les animaux ont besoin de respirer de l'oxygène. Donc en fait, l'azote seul, eh ben, on s'est rendu compte que si on laissait, bah, par exemple, des animaux dans de l'azote seul, bah, les animaux mourraient. Et ça vient de là le grec azoé, le mot azote. Et du coup, logiquement, donc je l'ai pas dit depuis le début, mais en général, les symboles, c'est toujours la première lettre ou les deux premières lettres. Donc par exemple, l'hydrogène, on avait un H. L'hélium, pour pas confondre, on a dit HE. Donc ça avait l'air à peu près logique. Là, azote, N. Bah justement, c'est parce qu'en fait, donc l'azote est aussi, on peut aussi avoir la production d'azote à partir donc des champignons. Et donc du coup, avant on n'appelait pas ça l'azote, on appelait ça le nitrogène. Donc ça venait du grec nitron et génane. Et du coup, c'est pour ça qu'on a gardé le N. Alors l'azote, c'est un peu l'élément le plus paradoxal en soi. Donc c'est quelque chose qui est très important, malgré qu'on ait appelé ça la chose qui n'entretient pas la vie, c'est quand même quelque chose qui est très important donc pour les acides aminés en biologie. C'est quelque chose qu'on rencontre énormément en biochimie aussi. Quelque chose qui, bah, c'est aussi la base de tous les engrais. C'est la base de la supraconductivité. Donc pour faire des matériaux supraconducteurs, on va utiliser de l'azote. On utilise aussi l'azote pour avoir justement une atmosphère inerte, donc vraiment pour faire des expériences en physique et en chimie.
Les airbags, c'est pareil, c'est de l'azote derrière. Donc c'est quelque chose qui est vraiment utilisé, mais paradoxalement, c'est quelque chose aussi donc j'ai pas mis, j'ai mis le terme de Friedrich Wöhler, mais il y a un autre nom qui est lié à l'azote qui s'appelle Fritz Haber et Fritz Haber, on va dire que, il a sauvé autant de vies qu'il a conçu de bombes. Donc l'azote, c'est un peu cette couleur-là, un peu, vraiment où il y a énormément d'aspects, on va dire, positifs, enfin de choses qui sont hyper fondamentales, mais en même temps, c'est une molécule aussi qui a été liée à des choses qui sont horribles. Donc c'est vraiment en demi-teinte l'azote. Et du coup, ben, j'ai parlé de carbone, j'ai parlé de l'azote, mais il y a quand même la molécule, on va dire, qui est vraiment, enfin l'atome, pardon, qui est vraiment, essentiel pour nous, donc l'oxygène. Alors l'oxygène, en fait, ça vient d'une erreur. Le mot oxygène, donc ça vient du grec oxys, qui veut dire acide, et toujours gênane, engendré. Donc le mot engendré revient souvent. Et en fait, ça vient donc de Antoine de Lavoisier, qui en fait pensait que tous les acides contenaient de l'oxygène. Alors maintenant, on sait que c'est pas vrai. Par exemple, on a l'acide chlorhydrique, donc HCl ne contient pas d'oxygène. Mais voilà, donc lui pensait ça à l'époque, hein, donc après, il y avait pas les mêmes moyens que nous non plus. Et en fait, ben, l'oxygène, c'est quelque chose, ben, qui est essentiel pour respirer, donc ça, c'est vraiment voilà, c'est peut-être l'atome de tous les atomes qu'il y a dans la classification, c'est peut-être l'atome vraiment le plus important aussi. Et donc aussi, on réalise des combustions. Donc l'oxygène en tant que tel est pas forcément utilisé de manière industrielle, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est qui est vraiment important. Et c'est vraiment dans la chimie organique, donc le C, le carbone, le N, l'azote et l'oxygène, O, c'est vraiment les 3 atomes qu'on rencontre, mais tout le temps en fait. Il y a vraiment, c'est vraiment ils dominent très largement. Donc du coup, bah, on va arriver finalement à la fin déjà de la 2e période. Donc on va finir avec, le fluor et le néon. Alors le fluor, donc ça vient du latin fluere, s'écouler. Alors c'est la même racine que, bah, justement les fluides, voilà, donc mécanique des fluides. Et en fait, donc ça vient du fait que le spat-fluor, donc j'ai mis la formule donc avec un atome de calcium et 2 atomes de fluor. Bah, en fait, ça servait justement de fondant en métallurgie. Donc là, c'est pareil, on avait un usage et finalement on s'est servi de cet usage-là pour nommer l'élément. Donc il est utilisé alors, on en entend souvent parler pour les dents, c'est la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de fluor, mais il est aussi utilisé parce qu'il résiste beaucoup à la chaleur et à la corrosion. Donc ce n'est pas que, juste quelque chose, que les enfants doivent avoir pour avoir des bonnes dents et des bons os. Alors le néon, ça vient du grec néos, nouveau. Donc il a été découvert après l'argon et le krypton. Donc ça vient de là, le mot néos. Donc là, c'est vraiment, donc c'est la dernière colonne de la classification, donc ce qu'on appelle les gaz inertes. Et là, bah, du coup, c'est vraiment cette colonne-là, il y a pas vraiment d'applications, il y a pas beaucoup d'applications finalement, c'est toujours à peu près les mêmes. Mais en tout cas, c'est utilisé donc dans les vieilles anciennes lumineuses dont on parlait d'enseignes au néon. Maintenant, c'est beaucoup moins utilisé parce qu'il y a la technologie LED, mais en tout cas, c'est utilisé. Et du coup, ben, argon, j'en parlerai un petit peu après, donc ça vient du aergon, ce qui veut dire A, donc préfixe privatif, ergon, le travail. Et du krypton, le krypton, ça vient du grec kryptos, caché, donc quand on parle de cryptologie, voilà, là c'est pareil, crypter quelque chose. Donc là, c'est la même racine. Pourquoi? Parce que justement, bah, le krypton, c'était un petit élément qui était caché en fait, et en fait, on savait bien qu'il y avait quelque chose qui était caché, mais on savait pas trop quoi, donc on s'est dit: «Bah, on va l'appeler l'élément qui était caché», et c'est juste venu de ça. Donc du coup, ça fait un peu, liste Pokémon ce que je suis en train de faire, donc je vais pas lister, c'est pour ça que je liste pas tous les éléments, mais du coup un peu pour, se poser un peu, bah, parler, bah, justement, bah, c'est sympa, mais pourquoi on les a représentés comme ça? Pourquoi on n'a pas fait un tableau?
Donc en fait, la classification périodique, alors ce qu'il y a de magique, c'est qu'elle représente vraiment tous les atomes de l'univers. Donc il y a un aspect, en tout cas qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que enfin, alors moi étant petite, je pensais qu'il y avait beaucoup plus d'atomes, de types d'atomes, qu'il y avait beaucoup enfin qu'il y en avait énormément, qu'il y en avait des milliers et en fait, ben, finalement, il y en a pas tant que ça. Donc il y en a 92 naturels et en tout, donc ça fait 118. Donc l'uranium, c'est un peu la frontière au niveau des éléments qu'on peut rencontrer à l'état naturel. Après, bon, ben, on s'amuse dans les laboratoires à faire, on va dire, des atomes toujours plus gros. Et donc en fait, c'est pour ça donc on va l'hydrogène, c'est l'atome le plus petit et bah, ça va grandir, donc l'hélium un peu plus gros, le lithium, le beryllium, donc plus on va avancer dans la classification, plus on va avoir des atomes qui vont alors ce qu'il y a d'assez fou avec la classification, c'est que, bah, en fait, on les a un peu classés, c'est-à-dire que donc ce qu'on appelle les familles, donc à la verticale, donc les colonnes, donc entre l'hydrogène, le lithium, le sodium, le potassium et je vais pas faire toute la liste, mais voilà, donc la première famille, en fait, tous les éléments vont partager des propriétés similaires. Donc c'est comme ça que Mendeleïev a fait sa classification. C'est qu'en fait, il a réuni, entre guillemets, ben, des éléments qui partageaient à peu près les mêmes propriétés. Donc ben, pareil pour l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon. Donc là, c'est pareil, ça va être des gaz qu'on appelle des gaz rares, et donc ils vont partager cette propriété d'être très très stable. Donc en fait, c'est très bien fait parce que, ben, par exemple, si on connaît à peu près ce qui se passe au niveau du carbone, ben, on va pouvoir deviner des choses donc, sur son voisin du dessous, qui est bah, du coup le silicium. On va pouvoir aussi avoir des petites infos sur ce qui se passe en dessous encore, le germanium, etc. Et c'est ça qui est vraiment fort. Et ça marche aussi en ligne. Donc, alors en ligne, ça va être plus au niveau des électrons. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que là, c'est pareil, je pourrais faire une conférence entière juste sur comment lire la classification périodique des éléments, le tableau périodique. Mais vraiment, l'idée, ben, c'est que on peut la lire dans un sens, on peut la lire dans l'autre, et en fait, c'est une classification qui, derrière, alors, comme ça, elle a l'air, on va dire, presque faite, pas au hasard, mais en tout cas un peu de manière particulière, mais elle apporte énormément, énormément de réponses. Une dernière chose, et ça je pense que enfin moi en tout cas c'est ce qui me perturbait quand j'étais plus petite, c'est le côté des lanthanides et des actinides. Pourquoi justement on a un décroché comme ça au niveau des lanthanides et au niveau des actinides, donc on a La, Ce, Pr, on a ce décroché en bas. Et ben en fait c'est simplement, donc c'est une question, donc c'est Niels Bohr, qui est un papa de la physique quantique aussi, qui en fait justement a résolu le problème parce que c'était des éléments, on savait pas trop où les placer. Ils avaient des propriétés, mais on savait pas trop quoi en faire en fait, et puis on voulait pas les mettre après parce que ça correspondait pas, donc on savait pas trop. Il y avait un peu d'incertitude là-dessus, et donc Niels Bohr s'est dit bah ok, on va faire une petite flèche et puis on va rajouter les éléments, et en fait c'est resté. Donc il y a d'autres manières de représenter la classification périodique, puis justement on n'a pas cette ligne un peu qui a été rajoutée. Mais c'est vraiment celle-là, c'est la plus pratique en fait au niveau visuel en tout cas, donc c'est pour ça aussi qu'elle a été conservée. Donc du coup, on va repartir avec notre liste, une petite liste d'éléments. Donc là, on va aller sur la 3e période, donc ça va être des éléments qui vont être un peu moins utilisés, peut-être un peu moins connus pour certains, mais en tout cas c'est aussi intéressant d'avoir justement un peu leur histoire. Alors, on va commencer par le sodium. Alors le sodium, donc ça vient de l'arabe souad, donc qui veut dire soude. Alors soude, en fait, ça vient d'une plante qui contenait du sodium. Alors donc ça, c'est vraiment pour le nom. Alors le nom vient vraiment de ça. Alors par contre, le Na, ça vient du mot natron, qui voudrait dire carbonate de sodium. Et en fait, dans le natron, il y avait ce qu'on appelle du natrium. Et ça vient de là. Parce qu'en fait, donc du coup, on a utilisé un nom pour le sodium et on a utilisé, on va dire, le constituant, donc le carbonate de sodium, pour le symbole. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas sodium SO.
Alors le sodium, avec de l'eau, c'est très explosif, c'est très réactif et c'est utilisé notamment pour l'éclairage des autoroutes. C'est aussi quelque chose que vous rencontrez très, très souvent dans votre vie avec son copain le chlore, puisque c'est aussi la base du sel. Donc ça, c'est pour le sodium et pour le magnésium, donc j'ai donc le monsieur qui a présenté sur le timbre, c'est donc Victor Grignac qui a beaucoup bossé sur les réactions avec le magnésium qu'on appelle, donc ce sont des réactions qui sont quand même, aussi très, très vives, mais qui sont vraiment intéressantes d'un point de vue industriel donc je veux pas rentrer dans le détail, mais vraiment, ça a été une découverte qui a été vraiment importante, donc il y a eu le prix Nobel pour ça, donc voilà. Et le magnésium, donc ça vient d'une région qui s'appelle la Magnésie. Alors c'est une région qui est au nord-est de la Grèce et qui s'appelait avant la Thessalie. Et donc dans cette région-là, bah, en fait, on trouvait du carbonate, donc on appelait ça de la magnésie, donc du carbonate de magnésium. Et finalement, bah, on a gardé, on a trouvé ça dans cette région-là, et on a gardé le nom. Donc souvent on met un ium derrière, mais c'est vrai qu'on garde à chaque fois, des fois, le nom bah, de la région dans laquelle on l'a trouvé. Alors le magnésium, il a été utilisé aussi pour faire des balles traçantes, et c'est donc il a été utilisé donc comme réactif en chimie organique, et aussi des applications photographiques. Faut savoir que le magnésium, il a quand même une forte réaction, notamment à la lumière et notamment aux flashs. Donc c'était vraiment l'utilisation donc qui se faisait avant, à ce niveau-là. Alors, donc du coup, on va arriver à l'aluminium. Alors l'aluminium, bon, qui est quand même très connu aussi, donc ça vient du latin alumen, donc de l'alun, donc qui servait à fixer les teintures. Donc c'est pareil, donc là, ça va vraiment être un nom qui va être donné par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Donc c'est un élément qui est léger, qui est beaucoup utilisé en industrie, donc il y a énormément de choses en aluminium, hein, c'est vraiment très, très utilisé. Alors pour la petite histoire, l'aluminium, bah, sous Napoléon III, donc maintenant on dirait que, ben, avoir des couverts en argent ou des couverts en or, c'est vraiment le luxe et cetera. On dirait pas que des couverts en aluminium, c'est vraiment le luxe, hein, mais à l'époque, en tout cas sous Napoléon III, lui, mangeait avec des couverts en aluminium parce que c'était quelque chose qui était rare, il n'y avait pas encore l'industrie qu'on a aujourd'hui, et du coup c'était la méga classe. Donc voilà pour la petite histoire. On trouve ça assez rigolo parce que finalement, maintenant, c'est quelque chose qui est presque banal, l'aluminium. Alors, bah, sous Napoléon III, c'est quelque chose de waouh, de vraiment très, très luxueux. Alors, le silicium, du coup, ça vient donc du latin silex, donc les cailloux. Et c'est quelque chose, donc le silicium, ouais, c'est vraiment l'élément de l'électronique, clairement. Donc, il y en a partout dans l'électronique. C'est vraiment utilisé pour ça. Ça a des propriétés qui se rapprochent beaucoup du carbone, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles sont dans la même période. Et bah, du coup, ouais, c'est pareil, je ne veux pas forcément rentrer dans le détail, mais il y a vraiment beaucoup d'utilisation du silicium. Alors voilà, le phosphore et le soufre. Alors du coup, on était dans le glamour avec Napoléon III, on va passer dans l'un peu moins glamour avec le phosphore. Donc alors le phosphore, ça vient donc, de 2 mots grecs, donc du grec phos, la lumière, et phoros qui porte. Et donc ça a été découvert par monsieur Henning Brandt. Alors monsieur Henning Brandt, il était dans sa recherche de la pierre philosophale, donc c'était tendance à l'époque. Et puis il s'est dit, je vais, prendre, les restes de mon urine, donc je vais faire beaucoup pipi, et puis je vais les calciner avec du charbon. Voilà, le chimiste. Donc il s'est rendu compte en faisant ça justement qu'il y avait un petit résidu à chaque fois, et que ce petit résidu-là, ben, justement, il brillait. Donc bah, il a appelé ça à la lumière, donc il émettait de la lumière. Et donc il a appelé ça la phosphorescence, qu'on connaît maintenant. Et suite à ça, bah, il s'est dit ce qui donne la phosphorescence, l'élément qui donne la phosphorescence, bah, je veux l'appeler le phosphore. Donc ça vient.
Alors le phosphore, notamment, il est utilisé notamment dans les bouts de sécurité des allumettes. Donc on a pas mal de phosphore dans le petit bout rouge à chaque fois des allumettes. Et le soufre, alors le soufre, il est très, très connu, aussi, c'est pour ça que j'ai représenté une image de volcan. Et donc ça vient du latin, sulfur, dérivant lui-même de sulvere, brûler lentement. Parce que le soufre effectivement, dans l'air, il brûle très lentement. Et donc là, bah, pareil, c'est un nom qui a été donné par rapport à ce qu'on quand on observe. Là, c'est vraiment 2 éléments en plus sont ensemble. C'est vraiment on observe ces éléments-là et on se dit: «Ben, quelles sont leurs caractéristiques? Qu'est-ce qu'ils font? Comment se comportent?» Et finalement, le nom, en fait, nous indique, bah, voilà, le soufre, c'est quelque chose qui va brûler lentement, le phosphore, c'est quelque chose qui va émettre de la lumière. Et donc ça présente une hauteur caractéristique, hein, un peu d'œuf pourri. Donc j'ai représenté par un volcan, parce que, ben, il y a beaucoup de soufre dans les volcans. Si vous émettez des flatulences, l'odeur un peu piquante, ça vient certainement du soufre aussi. Donc voilà, il est très connu pour ça. Et ça sert aussi donc ça sert notamment dans un processus de vulcanisation, donc qui permet de rendre les pneus plus souples. Et donc ça, c'est donc c'est les entreprises, en tout cas Goodyear, qui ont trouvé ça. Et on arrive au chlore et à l'argon. Alors le chlore, bah, le chlore, c'est tout simple quelque part. Ça vient du grec chloros, le vert. C'est donc le chlore, c'est même d'ailleurs quand on utilise des fois des boules pour présenter les atomes, et ben, on utilise une boule verte aussi pour le chlore. Donc c'est resté encore aujourd'hui. Et donc ça vient de la couleur justement verte du gaz. Donc c'est un gaz qui est vraiment dangereux, le chlore. Et bah, c'est énormément connu notamment pour être présent dans l'eau de javel, donc c'est un désinfectant. L'odeur caractéristique du chlore dans les piscines aussi. Donc c'est pour ça qu'on a représenté une piscine. Donc voilà, donc le chlore, c'est un petit peu ben, associé au sodium dont j'ai parlé tout à l'heure, ben, on va avoir le sel. Le chlore, c'est quelque chose qui est très réactif, qui est aussi très utilisé. Et l'argon, pour le coup, ben, ça va être un peu la alors autant le chlore, il est très réactif, autant l'argon, lui, il est plutôt tranquille, hein. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça vient du grec aergon qui signifie, ben, qui ne travaille pas. Et donc c'est un gaz qui va être inerte, donc on va l'utiliser notamment pour les lampes à incandescentes. Donc l'argon, c'est un peu comme le néon, c'est un peu comme le krypton. Ils sont tout à la fin, ils sont tranquilles, voilà, ils réagissent pas beaucoup. Alors du coup, bah, on a déjà fait, 18 éléments. On va en faire quelques autres. Donc il y a beaucoup en fait, parmi les noms de la classification périodique, il y en a énormément en fait qui vraiment, viennent de noms de scientifiques ou de noms de planètes. Où c'est vraiment il y a énormément de noms qui viennent de là. Donc on a par exemple le fermium qui vient d'Enrico Fermi, l'einsteinium qui vient d'Albert Einstein et bien sûr le mendeleïfium qui vient de Mendeleïev. Enfin son nom apparaît, justement dans une conférence sur la classification périodique, voilà. C'est quand même le nom qui revient, c'est quand même sa classification à lui. Donc il y a aussi donc je vais pas tout citer, mais il y en a énormément d'autres, hein. Il y a aussi, donc le bohrium, ça vient aussi donc de Niels Bohr, on a le nobelium, on a le lawrencium, on en a énormément. Et c'est souvent ça vient aussi souvent des atomes qu'en fait on a synthétisés. Donc souvent, au début de la classification, on va plus avoir des choses qui ont été observées, donc on va avoir des mots qui vont venir du grec, du latin, donc des choses vraiment un nom qui va te décrire. Alors, bah, à la fin, on n'avait plus vraiment d'idées parce qu'on les synthétise, donc bah, il y a pas vraiment de choses, précises. Donc bah, du coup, on a décidé finalement de prendre les noms des scientifiques. On va avoir aussi les noms des planètes. Alors par exemple, bah, on a l'uranium, le neptunium, le plutonium, qui sont dans le même ordre dans la classification que dans l'espace, qui est assez drôle du coup, comme ça c'est bien, on n'a pas voilà. Et on a aussi donc des fois, c'est pas forcément le on va pas forcément avoir
le nom de la personne, le nom du scientifique, on peut aussi avoir le nom des pays. Donc, par exemple, Marie Curie, donc, elle a découvert le polonium. Donc, comme elle était d'origine polonaise, on n'a pas appelé ça le curium, on a appelé ça le polonium. Il y a aussi le californium, par exemple, qui a été appelé comme ça parce qu'il a été synthétisé en Californie. On va aussi avoir le Darmstadtium, qui vient justement de la ville de Darmstadt. On va avoir, alors ce qui a une petite anecdote qui est assez drôle, le germanium. Donc on pourrait penser en fait donc que ça vient de l'Allemagne. Donc c'était pas tout à fait ça en fait. C'était simplement parce que justement il y avait aussi une origine enfin c'était une référence, mais c'était pas forcément quelque chose de fort. On va dire c'était plus pour rigoler que donc le chercheur a indiqué ça. Mais et du coup, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, derrière, il y a plein de donc on a le francium, on a pas mal d'autres éléments qui ont suivi ça, alors qu'à la base, c'était juste une blague, en fait, c'était pas du tout quelque chose de forcément sérieux. Et donc du coup, il y a 2 éléments sur lesquels j'aimerais revenir, l'étain et le mercure. Parce que l'étain et le mercure, pour le coup, donc j'ai à chaque fois les noms, c'est toujours les premières lettres, mais l'étain et le mercure, c'est un peu particulier. Donc l'étain, ça vient du latin stanum, qui vient lui-même du dérivé stagnum, qui veut dire dégoulinant. Parce que donc quand on fait par exemple des soudures à l'étain ça fond très très vite, en fait. Donc ça vient de là. Et c'est aussi utilisé donc pour la soudure, notamment pour les tuyaux d'orgue, et aussi pour beaucoup d'objets décoratifs. Parce que justement, le fait que ça puisse fondre assez facilement, on va pouvoir mouler, on va pouvoir faire des dessins. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment employé, l'étain. Et le mercure, alors le mercure, ça vient de la planète, tout simplement. Donc les planètes servaient énormément, en tout cas les planètes, les dieux de la mythologie grecque ou romaine et tout ça. Donc il y avait vraiment, dans l'Antiquité en tout cas, il y avait vraiment une volonté à chaque fois vraiment d'utiliser, on va dire, de faire des références un peu partout. Et par contre, le mercure, donc c'est pas Me, c'est Hg. Alors Hg, ça vient du latin hydrargyrum, qui veut dire le vif argent. Parce qu'il faut savoir que le mercure, à l'époque, c'était quand même, ça avait une certaine valeur. Donc c'est utilisé notamment, c'est assez lourd le mercure, hein. Donc il est quand même donc 80 son numéro atomique. Donc c'est quand même pas c'est pas l'élément chimique le plus léger de la classification. Donc il est utilisé, justement, cette propriété-là est utilisée pour faire des thermomètres. Plus maintenant parce que le mercure, justement, c'est toxique. Et c'est également utilisé pour extraire l'or. Donc du coup, là, j'ai fait vraiment un passage qui est finalement assez bref, mais quand même donc un bref passage en revue de l'origine du nom des éléments. Donc, alors je les ai tous faits, mais je me suis dit que si je faisais toute la liste, ça allait être au bout d'un moment toujours un peu la même chose. Donc j'ai vraiment essayé de sélectionner à chaque fois certaines origines. Et c'est intéressant justement parce que ça permet aussi de comprendre certaines choses, par exemple l'azote. C'est intéressant de savoir pourquoi c'est un L. C'est aussi intéressant de voir que finalement, donc il y a beaucoup d'origines différentes. Ça va pas que être que du latin, ça va pas être que du grec, il y a aussi pas mal d'origines arabes. Et c'est vraiment super intéressant de voir que finalement, c'est à travers en fait les éléments, on voit qu'il y a quand même une histoire qui se dessine, qui est vraiment qu'il y a un peu de partout et c'est vraiment très très intéressant. Donc du coup, comme à chaque fois, à chaque fin de conférence, je recommande vraiment 3 livres de référence. Donc le premier, c'est la classification périodique des éléments, la merveille fondamentale de l'univers. Donc celui-là, c'est très très facilement, donc de Paul Dépauvert. Donc c'est notamment le traducteur des gros bouquins de chimie organique et de chimie générale. Donc il est vraiment très sympa. Atome, donc là c'est vraiment de Theodore Gray. Donc là c'est vraiment à chaque fois en fait c'est un livre qui est pas compliqué. Il y a une page par atome. Voilà. Donc il retrace un peu, c'est plus vraiment savoir quelles sont les applications des différents atomes et pourquoi on les emploie. Et la prodigieuse histoire du nom des éléments, où là vraiment, c'est un peu un mix des deux. La classification périodique, ça part davantage sur
Les éléments et pourquoi on les a mis comme ça. Les atomes, c'est vraiment les atomes pris séparément, mais on s'intéresse pas à la classification dans sa forme entière. Alors que le nom des éléments, bah, ça va un peu s'intéresser aux 2. Voilà, voilà. Du coup, ben, je vous remercie de votre attention et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas.